Bonjour et bienvenue. Vous savez, derrière chaque assiette, chaque repas qu'on partage, il y a une histoire. Et souvent, c'est une histoire de guerre. Une guerre invisible, mais acharnée pour protéger les plantes qui nous nourrissent. Alors aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses de cette bataille. On va découvrir qui sont les ennemis, quels sont les enjeux et surtout quelles sont les stratégies, parfois surprenantes, qu'on déploie pour sécuriser nos récoltes. Regardez bien ces deux images. D'un côté, on a ce magnifique champ de blé doré, plein de promesses, c'est l'abondance. Et de l'autre, c'est le chaos. La même culture, mais complètement dévastée par un essaim de criquets. Ce contraste, il est saisissant, hein ? C'est ça le champ de bataille. L'enjeu, il ne pourrait pas être plus simple. C'est la différence entre une récolte qui nourrit et la famine. Et ça, c'est le combat de tous les jours pour les agriculteurs et les scientifiques. Alors, pour mener ce combat, la première règle, c'est de bien connaître son ennemi. Et dans cette guerre pour notre nourriture, les menaces se divisent en 3 grandes catégories. Protéger nos cultures, c'est un peu comme avoir une armée avec 3 corps spécialisés. D'abord, il y a la phytopathologie, un nom un peu compliqué pour désigner la science qui s'attaque aux maladies, les ennemis invisibles comme les champignons ou les virus. Ensuite, on a la malherbologie. Là, on lutte contre ce qu'on appelle les adventices, ou plus simplement les mauvaises herbes, celles qui viennent voler l'eau et les nutriments de nos cultures. Et enfin, la zoologie agricole, eux, ils s'occupent des ravageurs qu'on peut voir, des insectes jusqu'aux rongeurs. C'est vraiment en agissant sur ces 3 fronts en même temps qu'on peut espérer protéger notre alimentation. Ok, maintenant qu'on a identifié les coupables, on va s'intéresser à l'étendue des dégâts. Et je vous préviens, les chiffres donnent vraiment le vertige. Mais alors, concrètement, ça veut dire quoi ? Quel est l'impact réel d'une seule maladie sur, disons, une pomme de terre ? Comment on passe d'une plante qui a l'air un peu malade à une perte financière bien réelle pour l'agriculteur ? Justement, prenons l'exemple de la pomme de terre. C'est très parlant. À droite, on a un tubercule parfait, bien sain. Et à gauche, c'est le même, mais complètement ravagé par la maladie. La différence saute aux yeux, bien sûr. Mais pour un scientifique, cette image, ce n'est que le point de départ. L'impact réel, en fait, il se mesure en plusieurs étapes. Le cheminement est assez simple à comprendre. Tout commence avec le symptôme. Ici, c'est la pourriture qu'on voit sur la pomme de terre. Ce symptôme, il entraîne un dégât concret. Par exemple, au lieu de récolter 10 tonnes, l'agriculteur va peut-être n'en avoir que 5 et en plus de mauvaise qualité. Et à la fin de la chaîne, on a la perte. C'est la traduction en euros. Ces tonnes invendables, ce sont des milliers d'euros en moins dans la poche de l'agriculteur. Voilà comment une simple maladie végétale peut se transformer en vrai problème économique. Et quand on regarde les choses à l'échelle mondiale, là, le chiffre est juste ahurissant. Imaginez un peu. Entre 20 et 40% de toute la nourriture potentielle sur la planète est perdue, détruite, avant même qu'on ait pu la récolter. Pour se faire une idée, c'est comme si sur 5 assiettes que l'on pourrait préparer, 2 disparaissaient purement et simplement. C'est une perte absolument colossale. Pour rendre ça encore plus concret, jetons un œil aux chiffres des États-Unis sur une seule année. Rien que les maladies, c'est plus de 9 milliards de dollars de pertes. Ajoutez à ça les insectes, 7,7 milliards. Et les mauvaises herbes, encore 6,3 milliards. Faites le calcul, on parle de dizaines de milliards de dollars qui s'envolent en fumée, chaque année. Pour un seul pays, ça donne une idée de l'impact économique monstrueux de ces fameux ennemis invisibles. Face à des pertes pareilles, il a bien fallu changer de stratégie. On ne pouvait plus se contenter de réagir à coups de produits chimiques. Non, on est passé à une approche beaucoup plus intelligente, plus globale. On a, en quelque sorte, écrit un tout nouveau manuel pour l'agriculture. Et ce nouveau manuel, ça s'appelle la lutte intégrée contre les ravageurs, ou IPM en anglais. Et là, le changement de philosophie est total. L'idée, ce n'est plus d'éradiquer, de tout tuer, non. L'idée, c'est de gérer, de maintenir les populations de ravageurs en dessous d'un certain seuil, le seuil où ils commencent à coûter de l'argent. Et pour ça, on utilise toute une panoplie d'outils, de manière durable et plus respectueuse de l'écosystème. Cette lutte intégrée, elle repose en fait sur 3 grands piliers. Le premier, c'est la prévention. C'est du bon sens. Mieux vaut prévenir que guérir. Concrètement, ça veut dire choisir des variétés de plantes qui sont naturellement plus résistantes ou faire de la rotation des cultures pour ne pas épuiser les sols. Le deuxième pilier, c'est la surveillance. On va observer les champs, scruter, pour repérer les problèmes le plus tôt possible. Et enfin, le troisième pilier, l'intervention. Et là, la règle d'or, c'est qu'on n'intervient que si c'est absolument nécessaire. Et quand on le fait, on commence toujours par la solution la plus douce. Et ça, c'est vraiment le point le plus important de toute cette philosophie. Les pesticides chimiques ne sont plus la solution par défaut. Ils deviennent le dernier recours. Vraiment, la toute dernière carte qu'on abat quand toutes les autres options ont été essayées et ont échoué. Et parmi les outils de ce nouveau manuel, il y en a un qui est particulièrement fascinant. C'est l'idée d'utiliser la nature pour combattre la nature.
Cette image, c'est l'exemple parfait. Ce qu'on voit là, ce sont des coccinelles en plein festin de pucerons. Le puceron est un ravageur, la coccinelle est son prédateur naturel. L'idée est donc toute simple, on fait appel aux alliés déjà présents dans l'écosystème pour faire le travail à notre place. Et cette stratégie, ça porte un nom, c'est le biocontrôle. On déploie une véritable petite armée d'auxiliaires naturels. Ça peut être des prédateurs comme la coccinelle, des parasites ou même des microbes qui ne s'attaquent qu'à un ravageur spécifique. Et encore une fois, le but n'est pas l'éradication totale, c'est de rétablir un équilibre, de faire en sorte que les ravageurs ne soient plus un problème. Mais attention, le biocontrôle, c'est un outil très puissant. Et qui dit outil puissant dit qu'il faut le manipuler avec d'infinies précautions. L'histoire de la coccinelle asiatique est une excellente leçon d'humilité à ce sujet. On l'a introduite parce qu'elle est hyper vorace, elle mange beaucoup plus de pucerons que nos coccinelles locales. Sauf qu'une souche introduite par accident s'est mise à proliférer, au point de devenir une espèce envahissante qui menace nos insectes locaux. C'est le parfait exemple qui nous rappelle qu'on ne joue pas aux apprentis sorciers. Chaque intervention doit être hyper étudiée, sinon on risque de créer un problème bien plus grave que celui qu'on voulait régler. Bon, on a parlé des solutions externes, comme le biocontrôle. Mais il y a une autre approche tout aussi passionnante. Au lieu de protéger la plante de l'extérieur, on va la renforcer de l'intérieur. Et pour ça, l'outil, c'est la génétique. Et souvent, la clé pour rendre nos plantes plus fortes, elle se cache dans la nature, chez leurs ancêtres sauvages. Regardez, ces tomates par exemple. Elles ne ressemblent pas à celles de nos supermarchés, hein. Et pourtant, elles ont survécu pendant des milliers d'années, sans aucun pesticide, sans aucun agriculteur pour les aider. Leur secret, il est dans leurs gènes. Leur ADN est une véritable mine d'or, une bibliothèque de gènes de résistance que les scientifiques s'efforcent aujourd'hui de retrouver. Le grand déclic, il a eu lieu au tout début du XXe siècle, en 1903. C'est un Australien, William Farrer, qui a fait une découverte révolutionnaire. Il a compris que la résistance à une maladie, c'était un trait génétique, quelque chose qui pouvait se transmettre de parents à enfants chez les plantes. Et ça a tout changé. Ça a ouvert la porte à l'amélioration des plantes, à la possibilité de créer consciemment des variétés plus fortes et plus résistantes. Par contre, attention, créer une nouvelle variété résistante, c'est un vrai marathon. Ce n'est pas un sprint. Ça commence par trouver le fameux gène de résistance chez un parent sauvage. Ensuite, on croise cette plante sauvage avec une de nos super variétés commerciales, celles qui produisent beaucoup. Le problème, c'est que leurs descendants héritent de la résistance, mais aussi de plein de défauts de la plante sauvage, comme des petits fruits sans goût. Alors commence le long et patient travail des croisements successifs. On va recroiser encore et encore ce descendant avec la variété commerciale à chaque génération, pour petit à petit éliminer les traits indésirables tout en s'assurant de conserver le précieux gène de résistance. C'est un travail de fourmi hyper méticuleux qui peut facilement prendre 8 à 10 ans. Alors pour terminer, voyons un peu comment toutes ces stratégies scientifiques s'articulent avec des politiques publiques plus larges et comment tout ça dessine l'agriculture de demain. En France, par exemple, on a des plans comme Ecophyto 2030. C'est la traduction politique de toute cette vision. L'objectif est clair et ambitieux, réduire de 50% l'usage et les risques liés aux pesticides. Mais avec un principe directeur très pragmatique et plein de bon sens, pas d'interdiction sans solution. Autrement dit, on n'interdit pas un produit sans proposer une alternative viable aux agriculteurs. Du coup, tout l'effort est mis sur l'accélération de la recherche pour déployer ces nouvelles solutions partout, dans toutes les fermes. Finalement, on se rend compte que tout notre système alimentaire repose sur une innovation constante. C'est une véritable course contre la montre. Parce que les ennemis, eux, ne nous attendent pas. Les ravageurs, les maladies, ils s'adaptent, ils évoluent. Et avec le changement climatique, de nouvelles menaces apparaissent. La vraie question au final, ce n'est pas tant de savoir si notre science avance. Elle avance. La question, c'est de savoir si elle avance assez vite. Plus vite que les menaces qui pèsent sur nos cultures. Parce que la sécurité de ce qu'on aura dans nos assiettes demain, eh bien, elle en dépend directement.